Dans cette capsule, je vous propose de mieux comprendre c'est quoi un PIA, c'est-à-dire un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Puis le PIA, comme vous le savez peut-être, sert à encadrer certains projets qui demandent une attention particulière par rapport à leur implantation, leur apparence architecturale ou leur intégration là, dans leur milieu de vie. Contrairement à une règle qui va être plus strictes, comme par exemple dans un règlement de zonage où on a des règles normatives avec des obligations de choses à respecter, le règlement de PIA va permettre de porter un regard plus qualitatif sur les projets. Donc, ça va nous permettre de tenir compte du site, du paysage, du cadre bâti environnant, du caractère du secteur, des éléments le plus qualitatifs. Ensuite, les projets vont être analysés par le CCU, qui est le Comité consultatif d'urbanisme, pour que les membres puissent vérifier si le projet répond bien aux objectifs du règlement. Donc, la plus-value d'un PIA, c'est qu'il ne va pas nécessairement seulement servir à contrôler, mais il va aussi permettre à améliorer les projets pour qu'ils soient mieux intégrés et cohérents avec l'identité de Mont-Tremblant. Dans le cadre de notre fonds d'urbanisme, la Ville a voulu revoir l'encadrement des PIA pour le rendre plus clair puis mieux adapté aux différentes réalités du territoire. L'objectif général était de simplifier la structure, de regrouper certains secteurs qui partagent des similarités, de retirer certains secteurs pour lesquels un PIA était plus nécessaire ou d'en ajouter d'autres là où c'était requis. Donc la principale nouveauté, c'est qu'on a maintenant une base de critères généraux qui vont être applicables à plusieurs secteurs selon les grandes thématiques comme par exemple on peut voir à l'écran les territoires d'intérêt paysager, les territoires d'intérêt écologique, les bâtiments d'intérêt patrimoniaux. On a d'abord des critères généraux qui s'appliquent à l'ensemble des sous-secteurs qu'on trouve à droite de l'écran. Par la suite, dans notre règlement, là, il va y avoir vraiment des critères qui sont spécifiques à la zone du projet. Un bon exemple de l'évolution, c'est l'ancien PIA 25 qui était bien connu et regroupait à la fois plusieurs sujets là, comme les projets majeurs, les usages d'envergure, les fortes pentes, les ouvertures de rue. Puis en pratique, ça mélangeait un peu là, des enjeux qui peuvent être très différents en fonction de ces situations-là. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu créer des PIA spécifiques à chacune de ces situations-là pour pouvoir avoir nos critères généraux, puis les critères spécifiques qui s'appliquent en fonction de la situation de notre terrain. Donc, la nouvelle méthode est supposée être plus simple, plus lisible, mieux adaptée au contexte réel de chaque projet. Ici, on voit le plan des PIA sur l'ensemble du territoire. Concrètement, le plan nous permet d'identifier si un terrain est assujetti à un PIA, puis le cas échéant, à quelle catégorie il appartient. Chaque secteur correspond à un enjeu ou un contexte particulier qui nous permet ensuite d'appliquer les critères qui sont pertinents selon la situation. Un point qui est important à retenir, c'est que c'est possible qu'il y ait un terrain qui se trouve dans deux ou plusieurs zones de PIA en fonction de sa situation. Par exemple, un terrain dans une zone patrimoniale avec une forte pente. Dans ce cas-là, il y aurait les normes des deux PIA qu'il faudrait considérer. Autrement dit, l'analyse doit tenir compte de l'ensemble des critères qui s'appliquent au site. Donc, ça se peut qu'il y ait une certaine juxtaposition. Mais c'est là l'avantage du redécoupage. On va venir appliquer les bons critères au bon endroit selon la bonne situation. Puis, l'encadrement devient ainsi plus clair, plus ciblé et plus cohérent pour tout le monde. Dans cette capsule, je vous propose de mieux comprendre